Oui, merci. Du coup, malheureusement, une nouvelle fois, et nous allons revenir sur le secteur de la distribution, et une nouvelle fois, je vais devoir et sincèrement présenter et témoigner toute la solidarité, celle de mon groupe, avec les travailleurs et les travailleuses du groupe Cora, ici en l'occurrence, parce qu'ils sont inquiets. Les résultats de 2023, certes, sont, et je reprends l'expression, moins mauvais que ce qui était prévu. Il n'empêche que le 29 septembre dernier, un conseil d'entreprise d'urgence a eu lieu et les syndicats ont diffusé un communiqué à la suite de ce conseil d'entreprise où ils expriment que la direction demande au personnel de faire des efforts. Alors, on parle de réduction des effectifs, plus de paiement des pauses, réduction des congés, suppression de primes de service. Donc la direction fait donc en fait payer cette crise du secteur aux travailleurs. C'est un choix qui paraît assez clair dans le retour du conseil d'entreprise. Les syndicats ont demandé du respect pour les travailleurs, c'est-à-dire un vrai plan commercial ambitieux, des garanties, donc pas de casse sociale et selon la 7K, les bénéfices de Galimo doivent compenser les pertes de Cora. Ce sont des sociétés différentes sur papier, mais intimement liées dans la réalité. Ça, c'est la demande de la 7K. Et effectivement, Galimo fait aussi partie de la galaxie du groupe Louis Delhaize et est en effet la société immobilière qui a été créée pour s'occuper de la gestion immobilière des galeries du centre commercial. En 2017, cette société était à la tête d'un patrimoine de plus d'1 milliard d'euros. Elle perçoit la bagatelle quand même de 72 millions d'euros de loyer brut par an, c'est énorme. Et pour rappel, les bénéfices de Galimo sont de plus de 12,5 millions d'euros pour l'année 2022. Et les bénéfices reportés des années précédentes sont de plus de 130 millions d'euros. Et donc, soyons très clairs, il y a de l'argent dans ce groupe. On voit aussi qu'un fournisseur de Cora, la Lorraine, une multinationale dans les produits de boulangerie, traverse aussi une période très bonne puisque la multinationale a déclaré un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros en 2022 et un bénéfice net de 34 millions d'euros en 2022 contre 25 l'année précédente. Je voudrais aussi revenir, évidemment, et je l'ai fait précédemment, avec la question match et Smash, sur le fait que derrière Louis Delhaize, il y a une famille, Bourriez, et je le rappelais tout à l'heure, l'augmentation de leur patrimoine personnel de 300 millions d'années en 2 ans. On voit vraiment, en fait, que là, il y a un transfert de richesse, parce que cette richesse qui arrive comme ça au sommet de ces entreprises et des familles actionnaires, en fait, vient du travail des travailleurs directement dans les magasins qui, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne profitent pas du fruit de leur travail, bien au contraire. Or, il s'agit quand même de personnes qui étaient en première ligne pendant la crise Covid. Je pense qu'elles méritent notre respect et ceux de leur direction. Et donc, quels sont les contacts que vous avez eus avec les syndicats, Monsieur le Ministre, ainsi qu'avec la direction de Cora au vu de la situation tendue actuelle? Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour ne pas que les conditions de travail et les salaires des travailleurs soient touchés? Comment le gouvernement va-t-il garantir un avenir serein aux travailleurs de Cora? Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre, pour des réponses. Merci, Monsieur le député. Je partage évidemment un certain nombre d'inquiétudes vécues par les membres du personnel, à la fois des magasins Cora, ou bien des galeries commerçantes que l'on retrouve à proximité, mais plus largement du secteur de la grande distribution. Donc je renvoie pour une partie de ma réponse à ce que j'ai eu l'occasion d'indiquer il y a quelques minutes suite aux questions qui m'étaient posées concernant d'autres enseignes du secteur de la grande distribution en Belgique. Puisque, on le sait, notre secteur belge de la grande distribution connaît des pressions, mais aussi des mutations majeures et met en place des adaptations, de nouvelles stratégies commerciales pour faire face à ces situations nouvelles, à ces besoins qui changent des consommateurs, à l'évolution aussi de cette demande et à une concurrence accrue. L'enseigne Cora en Belgique, dont le siège social est à Épigny, ne fait pas exception. En effet, dans ce contexte globalement difficile, les ventes et le chiffre d'affaires de Cora se maintiennent plutôt bien, mais un certain nombre de coûts, l'impact
l'impact de l'inflation sur le prix des produits, la diminution des marges, l'augmentation du prix de l'énergie et donc des salaires suite aux indexations n'ont pas permis à l'entreprise d'atteindre un retour à l'équilibre financier en 2022 et dans les perspectives de 2023. Cora est une des dernières entreprises à faire partie de la commission paritaire des grands magasins et applique à ce titre les conditions de travail de cette commission paritaire qui sont les plus avantageuses du secteur de la grande distribution qui est, comme nous le savons et comme vous le savez, segmenté en différentes commissions paritaires. Les difficultés de Cora s'expliquent plus par le niveau global de ses frais ou de ses charges opérationnelles que par l'évolution de son chiffre d'affaires. Cora est également particulièrement touchée par une fuite toujours plus forte des clients vers les magasins transfrontaliers, que ce soit vers la France, le Luxembourg ou l'Allemagne. La localisation de certains de ces hyper, Cora donc, confronte l'enseigne de plein fouet à la concurrence des enseignes localisées dans les pays voisins. Et donc, lorsque j'indique que lorsqu'on veut me vendre des surcharges diverses pour causes parafiscales, environnementales, sociales, de toute nature, sur la grande distribution chez nous, il faut savoir que ceci amplifie encore ce phénomène de fuite de consommation vers l'extérieur de notre territoire. Donc, chaque fois que quelqu'un veut me proposer une surcharge sur la consommation, en tout cas si la décision dépend de la Wallonie, je dis très clairement c'est non. Si c'est pour faire perdre l'emploi en Wallonie, pour que les gens aillent acheter à l'extérieur les mêmes produits où il n'y a pas les surcharges, alors vous convenez que le caractère radical de ma position est pleinement justifié. La direction de Cora a récemment rappelé, dans le cadre de discussions et des mécanismes de concertation avec les représentants du personnel, qu'elle continuait, et elle avait la volonté ferme de continuer à travailler à la pérennisation du chiffre d'affaires, mais aussi du trafic client, avec un certain nombre de chantiers commerciaux qui sont en cours et qui font leurs preuves en ce qui concerne la poursuite de cet objectif. Le but est que l'entreprise puisse continuer à travailler, qu'elle puisse retrouver un niveau de rentabilité minimal en toute autonomie. Je crois pouvoir indiquer que la direction est mobilisée en ce sens et que l'avenir de l'entreprise dépend d'une part de la réussite de la poursuite de cet objectif, d'une part, et de la capacité collective de toutes les parties prenantes à mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif, tout en étant bien conscient, évidemment, de l'impact de facteurs extérieurs sur la situation de l'entreprise. Et en étant vraiment très conscient aussi que pour les équipes, pour le personnel, évidemment, leur situation matérielle, financière ou en termes d'organisation du travail est un élément qui est bien sûr tout à fait important et je comprends totalement moi-même qu'il le soit. Dans la situation actuelle du marché et la situation financière de Cora, et avec le dialogue social qui a toujours prévalu dans l'entreprise, la direction entend étudier avec les représentants du personnel toutes les pistes pouvant permettre de réduire les pertes, de pérenniser donc l'activité, en ce compris de débattre du poste et du volet des coûts salariaux. Je tiens à noter, parce que vous faites un inventaire à charge, comme à l'accoutumée de l'entreprise, même, je crois que vous m'avez même cité le résultat des fournisseurs de l'entreprise. Ça, c'est quand même assez inédit en termes d'analyse d'une entreprise. Mais je tiens aussi à rappeler dans l'autre sens que l'entreprise a injecté plus de 100 millions d'euros en capital ces 6 dernières années pour maintenir les éléments
de la structure financière. Et puis je termine, Madame la Présidente, en indiquant que, indépendamment de cela, nous tenons évidemment à la disposition avec le ministre-président et le ministre de l'Emploi des différents interlocuteurs, mais d'abord, évidemment, priorité au dialogue social, et que notre attention se porte également sur les commerçants qui sont actifs dans les galeries, qui sont souvent liés au groupe Cora. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, pour une réplique. Mais écoutez, première chose, donc j'entends qu'il y a accord sur le fait qu'ici nous sommes dans un cas particulier d'un magasin dont le chiffre d'affaires n'est pas trop à ce stade inquiété, c'est relativement maintenu, comme je le disais au début, les nouvelles étaient moins mauvaises que prévu. Alors, deuxième élément, on me dit qu'il y a eu des investissements, donc c'est pour ça aussi que je parlais d'autres groupes d'autres acteurs du groupe comme Galimo, où on voit qu'une partie des investissements parfois sortent dans d'autres endroits dans le groupe, donc ça c'est une galaxie que c'est lié. Mais je note aussi, troisième élément, que dans ce que vous mettez sur la table comme facteur explicatif de la situation problématique, il n'y a pas les conditions de travail. Et je suis bien heureux de vous l'entendre dire aussi et de le confirmer. Et c'est bien logique puisque finalement, les conditions de travail, elles ne sont pas des travailleurs, elles ne sont pas à l'origine des problèmes, elles sont à l'origine de la solution et elles sont à l'origine des marges gigantesques que se font les acteurs derrière, dans le groupe et derrière le groupe, les actionnaires. Et donc, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que là où on a finalement la création de la richesse, ceux qui sont au cœur de cette production-là, les travailleurs, c'est par contre sur eux, aujourd'hui, qu'on tape et c'est à eux qu'on veut amputer les conditions de travail. Et donc là-dessus, vous parliez de changement de stratégie, monsieur le ministre, au sein du groupe, mais changement de stratégie, je trouve que ça s'entend plus largement, parce que je vois aussi qu'ici, c'est un groupe qui, de votre gouvernement en 2019 et 2021, a reçu 3 millions d'euros de subsides d'aide à l'emploi. Et donc là aussi, je m'interroge, est-ce qu'il n'y a pas un changement de stratégie à faire à un moment donné, quand on voit que pour aider le groupe, ben voilà, il y a cet argent-là, mais que derrière, ça ne permet pas, apparemment, de vous donner des leviers suffisants, en tout cas de ce que j'entends, pour développer, pour garantir la qualité de l'emploi. Je trouve que ça ne va pas. Merci de conclure. Merci de ne pas surenchérir. Non, mais supprimer les aides à l'emploi va aider l'emploi en Wallonie. Ça, c'est vraiment absolument évident. Non, ce n'est pas ce que je dis, monsieur le ministre. Monsieur Schoenbrod, la dernière mot au Parlement. Oui, tout à fait. Les travailleurs donc, des aides à l'emploi. Donc déjà, vous avez largement dépassé et l'un et l'autre le temps qui vous était imparti. Donc là, merci, monsieur le ministre, pour cette petite réplique. Monsieur Schoenbrod, une dernière, parce que la parole est au Parlement, pour terminer. Donc, allez-y, monsieur Schoenbrod. Et donc, je ne veux priver les travailleurs de rien du tout parce que, en fait, les aides à l'emploi ne vont pas aux travailleurs et ça a déjà été documenté. Par contre, je reviens sur votre parole de dire que, ce que j'ai entendu régulièrement, ces aides, elles sont importantes parce qu'elles sont conditionnées et conditionnables au maintien de l'emploi et à la qualité de l'emploi. Je note que c'est faux.